VIH et SIDA. Le VIH est le virus de l'immunodéficience humaine responsable d'une maladie qui s'appellera le SIDA, le syndrome de l'immunodéficience acquise. Le VIH est un rétrovirus, son matériel génétique étant de l'ARN, et comme tous les virus, devra, pour se multiplier, s'introduire dans une cellule pour s'y multiplier. Pour ce faire, il possède à sa surface des glycoprotéines membranaires, ici GP120 et GP41, qui viendront reconnaître des protéines particulières de certaines cellules cibles humaines. Cette reconnaissance va donc permettre l'attachement du virus sur une cellule cible, ici un lymphocyte T4, sa pénétration et la libération de son matériel génétique dans le cytoplasme de la cellule. Ici, c'est un rétrovirus, puisque son génome c'est de l'ARN, qui devra donc être rétranscrit en ADN. Une réplication permettra de placer cet ADN sous forme double brin, qui sera ensuite intégré au génome de la cellule. Cette cellule perdra sa fonction première et sera détournée de sa fonction donc pour ne produire que du virus, des protéines virales fabriquées par traduction qui seront assemblées pour fabriquer des centaines de milliers de virions libérés par bourgeonnement et libérés dans le sang. Cette cellule détournée de ses fonctions premières finira par être détruite et par mourir. Le VIH est responsable donc d'une maladie qui se subdivise en trois grandes phases, une primo-infection, une phase asymptomatique et, pour simplifier, une phase SIDA. La primo-infection est une phase de quelques semaines qui se caractérise par un système de défense classique, à savoir le virus pénètre dans l'organisme et s'y multiplie, ce que l'on voit ici sur la courbe. Simultanément, une diminution des LT4 est enregistrée puisque les LT4 sont les cellules cibles du VIH, donc vont être progressivement détruites par ce virus au fur et à mesure qu'il se multiplie. On observe une défense immunitaire qui se met en place avec l'apparition de lymphocytes T cytotoxiques anti-VIH et des anticorps anti-VIH également. On voit que cette réponse est efficace puisque rapidement la quantité de VIH diminue, ce qui permet une réaugmentation du taux de lymphocyte T4 et qui permet de maintenir une charge virale très faible en fin de phase asymptomatique, en fin de primo-infection. Cette primo-infection se caractérise par quelques symptômes grippaux, fièvre, courbature, gonflement des ganglions, mais aucun symptôme spécifique. S'ensuit une phase asymptomatique où les symptômes sont très peu apparents, qui peut s'étaler sur une dizaine d'années, au niveau duquel la défense immunitaire est très efficace. Les anticorps anti-VIH restent à un taux élevé, de même que les lymphocytes et cytotoxiques, ce qui permet de maintenir à un niveau très bas le VIH. Remarquons que dans ce cas-là, le VIH n'est pas entièrement détruit, n'est pas éradiqué, ce qui s'explique par la très forte variabilité du VIH avec une capacité de mutation très importante, ce qui fait qu'il change très rapidement de forme. La défense immunitaire va donc en permanence courir après, entre guillemets, le VIH, puisque de nouvelles formes apparaissant en permanence, il n'arrive pas à l'éradiquer entièrement. Au bout d'un certain nombre d'années, on observe que le taux de lymphocyte T4 diminue progressivement, ce qui est la conséquence de la multiplication progressive de VIH dans ces cellules-là. À un certain moment, le taux de lymphocyte T4 atteint un seuil limite, et on voit que, suite au franchissement de ce seuil, on observe quelques temps après un effondrement de la défense immunitaire, anticorps et lymphocytes T cytotoxiques chutent fortement. A l'inverse, on observe une très forte augmentation de la charge virale. On va donc pouvoir déduire de ces variations de courbe que les lymphocytes T4 sont des cellules charnières dans la défense immunitaire qui, quand elles ne sont plus assez nombreuses, ne peuvent plus mettre en place une défense immunitaire efficace avec l'effondrement qu'on observe ici, ce qui permet une prolifération du virus. C'est à ce moment-là qu'on est dans la phase SIDA et qu'apparaissent les infections opportunistes. En effet, on voit bien le lien qui existe en phase SIDA et le nombre de cellules immunitaires. En situation normale, la quantité de globules blancs est à peu près de 7000 globules blancs par millimètre cube de sang. En phase SIDA, on est à 5006, donc à un niveau plus faible que dans un cas normal. Lors des infections classiques, angine bactérienne ou virale,
on peut atteindre entre 12 et 20 000 globules blancs dans le sang. De même, on observe une corrélation entre la quantité de lymphocytes T4 dans le sang et l'apparition des maladies opportunistes. On voit que les maladies opportunistes apparaissent quand on a un taux très faible de lymphocytes T4, de l'ordre de 200 à 400 pour un taux de 1000 à peu près, normalement mm3 de sang. Les lymphocytes T4 ne sont pas les seules cellules qui peuvent être ciblées par le virus. On observe également que les macrophages et les monocytes sont des cellules immunitaires possédant à leur surface des protéines qui sont des cibles du VIH, mais également d'autres cellules comme les cellules de la peau par exemple, qui peuvent expliquer par exemple l'apparition des cancers de la peau, le syndrome de Kaposi en phase SIDA. Au niveau du dépistage, le test ELISA que l'on connaît permet de détecter la présence d'anticorps anti-VIH dans le sang. C'est le test rapide qui est utilisé. Même s'il pourrait être fiable, on doit attendre 2 à 3 mois le temps d'apparition d'une quantité suffisante d'anticorps anti-VIH. Un test complémentaire était alors effectué, qui est ce qu'on appelle la méthode Western blot, qui est en fait un principe d'électrophorèse, qui va consister à séparer différentes protéines virales. On va chercher les protéines virales dans le plasma d'un patient. On va rechercher des glycoprotéines membranaires, des protéines membranaires et des enzymes virales, sachant qu'on considérera que la séropositivité pour le VIH d'un individu est confirmée quand ces électrophorèses montrent la présence d'au moins 2 glycoprotéines membranaires, une protéine membranaire et une enzyme virale. Pour terminer, au niveau vocabulaire, on pourra définir un sujet contaminé comme une personne qui est porteuse du VIH. Une personne sera définie comme séropositive quand elle se caractérisera par la présence d'anticorps anti-VIH dans son sang. Et une personne atteinte du sida est une personne qui développe des maladies opportunistes, zona, herpès, tuberculose par exemple. Pour terminer, le VIH est donc un virus qui, dans les cellules cibles qu'il affecte, détruit des lymphocytes T4. Ces lymphocytes T4 semblent être des cellules pivots dans la défense immunitaire, qui explique qu'en les détruisant, la défense immunitaire s'arrête, provoquant le décès des patients par des maladies opportunistes. Ce qui explique le nom que l'on donne à ce virus, le virus de l'immunodéficience humaine, puisqu'il est responsable donc d'un arrêt de cette défense immunitaire.